Ce soir, à l'émission, le mouvement de grève n'a rien changé, le communautaire est toujours à bout. L'outrage est encore là, les gens sont encore besoin de nous. Et le festival Santa Teresa revient pour une 9e édition. Une sélection musicale variée, émergente, alternative. En entrevue, je reçois Louis-Charles Giroux à propos du programme de récompense Nous partageons. La récompense va être partagée 50-50 entre le consommateur qui conserve la moitié et on va inviter cette personne-là à faire un don à un organisme participant. Je m'entretiens également avec Pierre-Luc Gauthier au sujet du concert Racines symphoniques. On va essayer de vous faire visiter un petit peu au travers le monde. On part d'Irlande, on finit en Écosse. Vraiment, on fait le tour entre-temps dans diverses portions du monde. Enfin, Laurence Bourgeois met la table en vue de la prochaine saison du Petit Théâtre du Nord. Un succès populaire, notre toute nouvelle création estivale. Elle aura lieu donc tout l'été au Centre de création Boisbriand, donc du 26 juin au 22 août. Bienvenue à Accès Local. Mercredi 6 mai 2026, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins, en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Le mouvement communautaire à bout a fait beaucoup parler de lui à la fin du mois de mars avec la grève de 80 organismes dans la région. Ce moment-là est passé, mais les revendications restent. Oui Claude, donc on se rappellera de cette mobilisation nationale qui a eu ses effets dans les Basses-Laurentides, oui, avec de nombreuses manifestations et bien sûr la grève du milieu, comme vous le disiez. Force est de constater que malgré tout ça, les revendications des regroupements n'ont pas été entendues. Les demandes tournent surtout autour du financement des organismes pour offrir des conditions de travail et des salaires respectables aux travailleuses et travailleurs du milieu communautaire et des services moins précaires à la population. Pour le mouvement du communautaire à bout, donc, le combat est loin d'être terminé. On écoute à ce sujet Isabelle Thibault, qui est coordonnatrice du réseau des femmes des Laurentides et co-porte-parole du mouvement communautaire à bout pour la région des Laurentides. Ce qu'on veut pas, c'est que la flamme s'éteigne. Puis dans le fond, l'outrage est encore là. Les gens sont encore besoin de nous. Puis on n'a pas assez de ressources. Là, fait que le narratif demeure. Alors, autre sujet de déception pour le milieu communautaire, ça fait suite à la formation du Conseil des ministres de Christine Fréchette. Oui, le mouvement demandait le départ de la ministre Chantal Rouleau, responsable de la solidarité sociale et de l'action communautaire. Mais Mme Rouleau a conservé son poste dans le remaniement ministériel causé par l'arrivée de la nouvelle première ministre, ce qui a été perçu comme un autre manque d'écoute du gouvernement caquiste de la part du milieu communautaire. N'empêche, Clara, toute cette mobilisation massive du début de printemps, ça a eu du bon, ça, pour les organismes. Oui, notamment de faire connaître la mission, l'importance aussi pour la population de ces services communautaires avec la couverture médiatique qu'ils ont eue, notamment parce que ce sont 1500 organismes à l'échelle du Québec qui étaient en grève et dans les revendications du mouvement, il y avait la reconnaissance du travail essentiel que fait le milieu communautaire. Donc, c'est un pas dans la bonne direction, même s'il reste du travail à faire. On écoute à nouveau Mme Thibault. Beaucoup des groupes de base ont fait de l'éducation populaire et ont intégré les personnes qui bénéficient des services. On a été capable d'échanger avec des gens aussi pour leur faire connaître les conditions, puis qu'est-ce que c'est le communautaire, parce que c'est pas tout le monde qui le sait. Dans les prochains mois, il y a ça aussi, il y a ce travail-là à faire aussi de démocratiser cette information-là. Alors, quelles sont les prochaines étapes pour le mouvement? Il y a eu des représentations auprès des élus. Là, ce que les organismes attendent, c'est la façon dont Christine Fréchette utilisera les sommes qui lui ont été allouées en tant que nouvelle première ministre pour réaliser certaines promesses électorales. C'est 250 millions de dollars pour cette année qui a été réservé pour la personne qui serait élue à la tête de la coalition Avenir Québec, que le ministre des Finances, Éric Girard, avait mis de côté. Justement, le budget non plus n'avait pas plu au milieu communautaire lorsqu'il a été annoncé environ au même moment que la grève. Ce sont 2,2 milliards de dollars qui ont été annoncés pour les organismes communautaires pour les 5 prochaines années, mais le milieu demandait plutôt 2,6 milliards. Alors pour le moment, le mouvement communautaire à bout espère qu'une partie des sommes spéciales de Mme Fréchette leur soit attribuée. On écoute une dernière fois Mme Thibault. Il y a une demande de sommes d'urgence, donc pour alléger un petit peu, mais il faut qu'il y ait une table de négociation pour qu'il y ait des véritables sommes. Puis ça, c'est toujours le même discours qu'on a tenu, c'est d'être financé adéquatement pour donner des conditions de travail aux personnes qu'on emploie. Voilà, Claude, donc on continue de suivre ça. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. On va parler du festival Santa Teresa. Oui, à plus tard, Claude.
Loisirs Laurentides annonce la tenue de la 23e édition du gala annuel du Fonds de l'athlète des Laurentides le dimanche 24 mai à 15h30 au Centre culturel Val d'Espoir à Mirabel. Parmi les 417 candidatures reçues, 81 athlètes des Laurentides se partageront plus de 40 000 $ en bourse et un prix de 500 $ pour des services médicaux sportifs. Par ailleurs, Loisirs Laurentides annonce la création des bourses Fondation Claude Beaulieu qui seront attribuées aux athlètes féminins et masculins de l'année dans les catégories relève et élite. Le campus de Saint-Jérôme de l'Université du Québec en Outaouais a tenu la 4e édition de son grand rendez-vous le mercredi 29 avril à l'École des studios de Saint-Jérôme. Cet événement, qui était jumelé pour la toute première fois au gala de l'implication étudiante, se voulait une occasion d'honorer des personnes d'exception, soit des étudiants, diplômés, philanthropes, partenaires et membres de l'UQO dans la région des Laurentides. Une centaine d'organismes adhèrent déjà au programme de récompense Nous partageons, qui vous offre la possibilité d'économiser sur votre facture d'épicerie tout en faisant un don à la cause de votre choix. Et pour en parler, je reçois Louis-Charles Giroux, celui qui en a eu l'idée. Bonsoir, M. Giroux. Bonsoir, M. Desjardins. Alors, économiser tout en soutenant une cause sociale, oui, c'est une très belle proposition. Expliquez-nous comment ça fonctionne. En fait, le programme Nous partageons, c'est un programme de récompense comme vous les connaissez. Donc, vous allez à l'épicerie, mettre de l'essence, ils ont leur propre carte, vous accumulez des points. Nous partageons, c'est le même principe, mais au lieu que ça soit associé à un détaillant ou un commerce, ça va être associé à des produits. Donc, on achète des produits participants et puis avec ça, on arrive à la maison, on scanne notre facture et puis il y a des récompenses qui vont se dégager et puis la récompense va être partagée 50-50 entre le consommateur qui conserve la moitié et on va inviter cette personne-là à faire un don à un organisme participant. On a, comme vous l'avez mentionné, une centaine d'organismes, d'autres s'ajoutent à chaque semaine. Donc, les gens peuvent vraiment aider la cause qu'ils désirent aider, qu'ils leur tiennent à cœur. D'accord. Vous dites que ce programme, par sa nature, est unique au Québec. Alors, comment vous est venue cette idée, M. Giroux? En fait, moi, j'ai évolué ma carrière au niveau des ventes et puis on cherche toujours à augmenter la vente de nos produits. J'ai travaillé chez Molson, chez Sleeman, chez Ferrero. Donc, le défi, quand on travaille dans ces organisations-là, c'est toujours de créer des choses. Qu'est-ce qu'on peut faire demain matin pour vendre plus? Donc, le but de ces compagnies-là, dans le fond, c'est de générer de la demande. Et puis, de l'autre côté, on a une tonne d'organismes qui cherchent des moyens d'accumuler des sous, d'aller chercher des fonds. Donc, c'est de mettre les relations entre les deux. Donc, la demande des gens qui ont besoin de ramasser des sous et puis des produits qui ont besoin d'avoir des consommateurs, tout simplement. Donc, ça s'applique sur certains produits. Exact. Comment on fait pour les trouver, les cibler dans le magasin? Alors, c'est très simple. Dans le fond, il faut s'inscrire pour participer sur notre web app à nouspartageons.org. Les produits sont indiqués sur la plateforme. Et de plus, quand vous êtes inscrit, à chaque semaine, on vous envoie une infolettre informant des nouveaux produits qui participent. Donc, quand on achète les produits, et puis qu'est-ce qui est plaisant du programme? On peut les acheter chez Maxi, IGA, Metro, Super C. Donc, vous changez pas vos habitudes. Vous sélectionnez seulement les produits qui participent. Et puis, il suffit d'aller sur notre web app. On prend tout simplement une photo de notre facture quand on arrive à la maison. Et puis, notre système va détecter les produits que vous avez achetés et va déclencher les récompenses que vous pouvez ensuite partager. D'accord. Bon, le principe avec les programmes de récompense, c'est qu'on accumule des points. Là, est-ce qu'on accumule des montants d'argent avant de les distribuer? Alors, ça prend combien de temps? Est-ce qu'il y a un montant minimum Donc, très bonne question. Donc, effectivement, nous, quand vous vous inscrivez, donc on vous ouvre un petit compte de banque. Aussitôt que le membre a accumulé 25 $ et plus, il peut tout simplement cliquer sur le bouton retrait et puis nous, on va faire un transfert Interac à cette personne-là. Okay. Et puis donc, la personne, à chaque fois qu'il va sur la plateforme, il peut voir le montant qui est rendu. Quand il échange une facture, quand il prend une photo de facture, il voit le montant c'est très clair, très concret. Et puis, effectivement, c'est un moyen d'économiser un petit peu plus sur l'épicerie. Oui, d'accord. Et pour que ça fonctionne, il faut d'une part que les consommateurs embarquent. Oui. Il faut aussi trouver des partenaires, c'est-à-dire des fabricants de produits et aussi des organismes. Hein? Exact. Vous en êtes où à ce niveau-là? Bon, comme je l'ai dit, on a une super bonne réponse des organismes. Les gens trouvent le programme super intéressant. Donc, on a déjà plusieurs partenaires. On
on a la microbrasserie La Gabière, on a l'entreprise Gaspésien avec ses crotons, jambon, on a le groupe Geloso avec Bulle de nuit, Barfly. Pour partir le programme, on débute, puis on va attirer d'autres partenaires. On a ajouté des produits comme le lait, les 4 litres de lait, des bananes, des cantaloupes. Alors, les gens peuvent acheter ça. Tout le monde fait ces achats-là présentement. On a aussi Cloverleaf qui participe. Et puis, on vient d'avoir une très bonne nouvelle hier. Donc, les vins Bu et puis Nicolas Laloux vont participer également avec nous. Donc, de plus en plus de produits vont se joindre. Et puis, ça va être... les prochaines fois qu'on va prendre des factures en photo, peut-être qu'il y aura 6-7 produits dessus et puis on peut accumuler 6-7 $ oui, à c'est chaque à facture. développer parce que c'est quand même en démarrage. Exactement, cette c'est chose-là. nouveau. Et à moins que j'ai raté là, la dernière mise à jour, dans la centaine d'organismes participants, moi j'en ai vu un seul de la région des Laurentides. Est-ce que ça va se développer, ça? Est-ce qu'il y en aura des nouveaux? Tous les organismes sont les bienvenus. Donc, c'est gratuit pour les organismes à participer. Donc, on invite les gens à participer. Donc, j'ai pas par cœur là, de toutes les régions qui viennent là, parce que ça va rapidement, mais tous les organismes de toutes les régions sont les bienvenus. D'accord. Bon, alors le programme s'appelle Nous partageons. On peut y adhérer via le site web du même nom. Louis-Charles Giroux, très bonne idée. Merci beaucoup d'être venu en parler avec nous. Le gala régional des Laurentides de la 28e édition du défi Ose entreprendre s'est tenu le 29 avril à Saint-Jérôme. Cet événement, réunissant plusieurs acteurs de l'écosystème entrepreneurial des Laurentides, a permis de mettre en lumière des entreprises qui se démarquent dans la région. À cette occasion, 5 entreprises de la MRC de Thérèse de Blainville ont décroché leur place pour représenter la région au gala national du 10 juin prochain à Québec. Le gala annuel de l'Alliance Sport-Études qui s'est tenu le 30 avril au Bain Mathieu à Montréal a permis d'honorer 10 étudiants athlètes pour leur excellence académique et sportive. Il s'agit de Louis-Philippe Bougie, Nathan Brisson, Chloé Panton, Arthur Lincourt, Marianne Patry-Tessier, Christophe Berthelot, Maxime Coursol, Alissa Garot, Marie-Jade Loriot et Benjamin Tessier qui ont reçu l'une des 110 bourses nationales d'une valeur de 2000 $. Ça ne saute pas nécessairement aux yeux, mais l'été approche et la saison estivale nous amène toujours une nouvelle production au Petit Théâtre du Nord. Cette fois-ci, ça s'appelle Un succès populaire et pour nous en parler, je reçois Laurence Bourgeois. Bonsoir Laurence. Bonsoir Claude. Alors, qu'est-ce que c'est un succès populaire? Un succès populaire, notre toute nouvelle création estivale. Elle aura lieu donc tout l'été au Centre de création Boisbriand, là, donc du 26 juin au 22 août. C'est une pièce cette année qui va être à la fois très actuelle, très drôle, mais aussi percutante, là, qui va s'intéresser beaucoup aux relations humaines puis à la façon qu'on a de se raconter dans la vie. Donc oui, il va y avoir de l'humour, mais aussi beaucoup de réflexion. Puis j'en profite en même temps pour dire qu'on est actuellement là, en campagne de levée de fonds pour le Petit Théâtre du Nord pour notre soirée bénéfice. Fait que c'est une super belle occasion, d'encourager le Petit Théâtre du Nord puis en même temps de découvrir cette nouvelle création-là. Humour et réflexion, c'est vraiment l'ADN du Petit Théâtre du Nord qui chaque année nous amène dans un univers différent. Alors à quoi on peut s'attendre cette année? Cette année, on va suivre l'histoire en fait de Marie, qui a écrit un livre entre l'essai, l'autofiction, le roman. Donc, elle s'inspire de sa propre vie pour écrire son roman, mais au passage, elle va venir ébranler ses amitiés vieilles de 30 ans. En fait, on suit 4 amis, un quatuor de feu, sont habitués de débattre, d'échanger, avec beaucoup d'humour, beaucoup de vivacité d'esprit. Tous les sujets d'actualité chauds de l'heure n'ont pas de secret pour eux autres, mais là, le livre de Marie va vraiment venir perturber quelque chose. Donc, en toutes les vérités puis les souvenirs revisités, chacun va comme défendre sa version des faits puis les certitudes vont commencer à vaciller. Ce qui est fort, c'est qu'on peut se reconnaître beaucoup là-dedans parce qu'on est dans une époque où tout se partage, notamment sur les réseaux sociaux, les fausses nouvelles, les opinions, tout ça. Il est parfois assez difficile de distinguer le vrai du faux là-dedans, puis la pièce va vraiment jouer sur cette ligne-là. Comme chaque personnage a une différente version des choses, ben il va y avoir beaucoup de confrontations entre eux autres. C'est parfois drôle, parfois percutante, parfois touchante. Par exemple, il va y avoir des scènes où on va faire des retours dans le temps à une soirée que les 4 amis ont passé ensemble, mais à chaque fois qu'on revient en arrière, c'est jamais la même affaire qui se passe parce que chaque ami a une version différente des choses. On est donc dans une mécanique où la vérité devient super mouvante, puis ça amène le public là, à se questionner sur ses propres relations au final.
Très, très, très intriguant. Alors, Oui. qui sera l'équipe derrière tout ça? Belle brochette cette année, Claude. En fait, le texte est signé par un duo d'auteurs, donc Véronique Côté et Frédéric Blanchette. C'est également Véronique là, qui signe la mise en scène. Au niveau de la distribution, toujours très solide. On part fort avec Steve Laplante, qu'on a pu voir récemment dans Vitrerie Joyale. Je sais pas si vous l'avez regardé. Oui, les 3 premiers épisodes. Très Exactement. Donc, Steve Laplante va être avec nous là, tout l'été. Il y a également avec lui Isabelle Lamontagne, Sébastien Gauthier et Mélanie Saint-Laurent. Puis, fait cocasse, ces gens-là que je viens de nommer sont tous des couples dans la vie. Potin. C'est ça, potin. On dirait que c'est arrangé. Donc, Véronique et Fred là, qui sont ensemble. Mélanie et Sébastien, ben là, ça, c'est pas de nouvelles. Et Steve et Isabelle. Donc, ça crée quand même une complicité assez naturelle sur scène. Sinon, du côté de la conception, on a au décor Erika Schmitz. Au niveau des costumes, là, on a Mila Molochnikov et aux éclairages Béatrice Germain, qui sont toutes deux de la relève, donc de jeunes finissantes qui travaillent avec nous. Et on a Larsen Lupin au son et à la musique, sans oublier là, notre belle équipe technique et notre équipe de production. Donc vraiment une belle brochette là, cette année avec nous. On parlait de l'ADN du Petit Théâtre du Nord. L'autre élément, c'est de toujours présenter des créations originales. Pourquoi est-ce qu'on y tient encore et toujours? Oui, ben comme vous le mentionnez, c'est parce que c'est vraiment au cœur de notre ADN. Depuis toujours, on a fait ça, commander des textes, commander des œuvres à des auteurs d'ici. Ça nous permet évidemment de varier les plumes, hein, parce que des fois, on a des univers qui sont complètement dans l'absurde, on a d'autres plus dans le drame, dans la sensibilité. Dans la poésie. Poésie, des fois, on est dans de la comédie pure et dure. Fait qu'en faisant ça, ça nous permet d'aller chercher cette variété-là. Chaque été, en fait, ça permet au public de découvrir une œuvre complètement inédite qui n'a jamais été présentée ailleurs. Il y a des possibilités, évidemment, de reprise puis de tourner par la suite. Là, je pense à Changer de vie, qui a été présenté à La Licorne récemment, ou à Docile, il y a plusieurs années, qui a fait de la tournée. Fait que c'est le fun pour nous de voir que nos créations peuvent avoir une deuxième vie, mais au final, la naissance de tout ça se fait avec nous, se fait chez nous. Ça crée un rendez-vous unique avec nos spectateurs, ce qu'on aime garder. Puis, de faire des commandes d'œuvres comme ça, ben ça nous permet aussi de parler toujours de sujets actuels, super ancrés dans notre réalité, d'évoluer en même temps que le monde autour de nous. Tu sais, on reprend pas des créations qui sont plus au goût du jour, on fait toujours quelque chose qui est dans le présent, qui est concret, puis en même temps, ben ça soutient directement la dramaturgie d'ici, ce qui est essentiel pour nous là, pour faire évoluer le milieu. Fait que c'est pour ça qu'après 28 ans, on continue de faire des commandes d'œuvres comme ça, puis nos propres créations originales. Alors, ça s'appelle Un succès populaire, ça c'est le titre. On lui souhaite aussi ce destin-là, de devenir un succès populaire. Exact. À découvrir au Centre de création Boisbriand du 26 juin au 22 août. Laurence Bourgeois, merci beaucoup. Un énorme merci à toi, merci. L'Orchestre symphonique des Basses-Laurentides et son invité, le conteur Michel Faubert, vous propose un concert intitulé Racines symphoniques les 29 et 30 mai à Rosemère. On y plongera notamment au cœur d'une légende inspirée de l'histoire des communautés d'origine écossaise en Montérégie, le Creuve-Crom de Montjoie. J'en discute avec Pierre-Luc Gauthier, chef et directeur artistique de l'orchestre. Bonsoir, Monsieur Gauthier. Bonsoir. Alors bon, le Creuve-Crom, en français, littéralement l'arbre croche, oui. C'est un conte du grand Michel Faubert. Avant de parler de sa mise en musique, je vous laisse nous présenter un peu le contenu de cette histoire quand même assez singulière. Dans tout ce concert-là, on va essayer de vous faire visiter un petit peu au travers le monde. On part d'Irlande, on finit en Écosse. Vraiment, on fait le tour entre-temps dans divers portions du monde. Mais oui, le Creuve-Crom, c'est l'histoire donc d'Écossais qui se font expatrier finalement dans le Canada. Puis finalement, on se retrouve dans une terre qui n'est pas la nôtre. On quitte notre terre au départ. Donc toute cette passation un peu de notre héritage qu'on perd, que l'on retrouve au travers le temps, au fur et à mesure du conte. Oui, c'est un peu ça le contexte dans lequel s'inscrit la musique. Et qu'est-ce qui vous intéressait, vous, personnellement, dans cette histoire? Évidemment, c'est l'histoire. C'est de rencontrer ces gens-là qui font partie de notre territoire. Ici, au Canada, on a toutes sortes d'histoires attachées dans nos noms de famille respectifs, le Desjardins, le Gauthier, je sais pas trop. Il y a toutes sortes d'autres noms cachés à l'intérieur qu'on peut retrouver dans notre histoire et on en parle au travers de ce conte. Abondamment nommés, d'ailleurs, ouais. dans cette œuvre-là. Ouais. Bon, le conte a été mis en musique en 2013 par Jacinthe Brassard, qui en avait fait, elle, initialement, un concerto pour chœur et orchestre avant. Là, on va
va le découvrir dans une version pour grand orchestre. Oui. Et c'est elle-même aussi qui a signé ces nouveaux arrangements-là. Oui, donc elle a complètement réécrit la pièce pour orchestre symphonique, qui n'est pas du tout le même type de musique. On pense souvent à l'harmonie. On parle d'une harmonie, souvent c'est un orchestre avant, donc une trolley de clarinette, de flûte, de saxophone, tandis que l'orchestre symphonique, on est avec beaucoup de violons, de violoncelles, les contrebasses, le violon alto, beaucoup moins de vent, malgré qu'on est quand même une gang. On est une cinquantaine de musiciens sur scène, donc oui, c'est une réécriture complète de l'œuvre. J'en ai écouté plusieurs extraits, moi, que j'ai beaucoup aimé. Je vous laisse nous expliquer la facture musicale de ce projet. C'est assez riche, très intéressante, parce que nous, au Québec, dans notre musique traditionnelle, il y a beaucoup d'origine irlandaise, écossaise, dans tout ce qu'on a comme gigue, de rigodon, de tout ça. Il y a beaucoup de musique, beaucoup dans le ternaire, tu sais, tac-eti, tac-eti, tac-ta-ta-ta. Il y a beaucoup de ça qu'on va retrouver là-dedans, plutôt que de la musique très carrée, comme on entend peut-être un peu plus à la radio, on va dire ça en 4/4, par exemple. Donc, on va aller visiter beaucoup ça. La facture, vous parlez du style un peu. On va retrouver à un moment donné des sons comme de cornemuse, un peu, si vous voulez, tu sais, on utilise l'orchestre pour faire ce son-là. La cornemuse, si vous savez un peu, tu sais, c'est un espèce de drone qui est très engourdissant, peut-être, là, avec la tonique, la quinte qui nous fait vibrer, et par-dessus, il y a une mélodie. Donc, le contre s'ouvre sur... Et comment on fait pour reproduire ça avec sans cornemuse? Sans cornemuse. La cornemuse, c'est un instrument particulier à ange double. On a des instruments qui peuvent bluffer un peu cette chose-là, comme le hautbois, le basson, qui sont des instruments à ange double. Malgré que l'ouverture se fasse, entre autres, avec mettons, à la mesure 9, pour ceux qui seront attentifs, il y a justement ce son-là très caractéristique qui sera rapporté par, entre autres, basson hautbois. Ça va être exactement dans le son de la cornemuse. Par exemple, il y a tellement de textures avec lesquelles elle joue, Jacinthe. C'est un plaisir de découvrir cette œuvre-là. Puis les thèmes qui vont se promener d'instrument en instrument, de section en section, qui seront modulés, renversés, retournés de tout bord, tout côté, tout au long du conte symphonique qui dure une bonne demi-heure. Dites-moi, dans un concerto, là, quand l'instrument soliste est un conteur, quelle différence ça fait pour l'orchestre? C'est complètement différent parce que Primo, lui, n'a pas une partition rigoureuse. Fait que là, c'est très, très ad lib, si vous voulez, tu sais. Fait que ça s'apparente beaucoup plus à suivre des grands motifs, des grandes sections. Il y a des portions très, très rythmées, d'autres beaucoup plus laxes, beaucoup plus ad lib, plus rubato, plus lousse, tu sais. Oui, parce que le conteur n'a pas une partition écrite non, comme si pas c'était un violoniste ou un pianiste. Mais il y a des contes dans lesquels où c'est très rigoureux. Ici, on est un peu plus dans... Je me dois de... Tu sais, un chef, quand il y a un soliste, c'est de suivre le soliste. Je deviens le numéro 2 à ce moment-là, tu sais. C'est de suivre le soliste, c'est le maître, je le suis, je le regarde, on se regarde, on s'envoie toutes sortes de signaux tout au long du concert. Tu sais, la job de chef, c'est une job de signaux. Hein. C'est pas le soliste qui accompagne l'orchestre, là. C'est l'inverse. Oui, c'est toujours le cas, d'ailleurs. Oui. D'accord. Fin mars, vous avez pu répéter ce concerto devant la compositrice Jacinthe Brassard. Ça s'est bien passé? Oui, quand même. Oui. Toujours tu sais, c'est un infini ajustement. Puis elle, c'est une perfectionniste. Donc, à chaque fois, c'est toujours, on ajuste, on avance, tel détail, telle mesure, telle nuance. Tiens, je vais réécrire ce passage-ci, ça fonctionne pas. Tu sais, on ajuste constamment parce que t'as beau pratiquer dans ta maison, dans ton sous-sol, devant un ordinateur qui a aujourd'hui des capacités décuplées de nous rendre un peu la partition, mais il y a rien comme une cinquantaine d'humains pour voir ce que ça donne pour vrai, tu sais. Et quand le compositeur ou la compositrice d'une œuvre vient assister à une répétition, est-ce qu'elle est là comme spectatrice ou si elle peut suggérer des choses? C'est toujours un hybride entre les deux. C'est pas toujours exactement facile de justement trouver cette symbiose-là, mais oui, elle fait très bien de doser ces choses, de s'impliquer, de le mentionner. Elle prend des notes, elle me revient après. Moi, j'envoie des notes entre les répétitions, pendant les répétitions. Qu'est-ce qu'on fait de ce passage-ci, ce passage-là? C'est une création qu'on fait à la volée. Hein. Est-ce que c'est la première fois que la version symphonique va être jouée? Oui, ça va être. Oui, ça va être une première. OK. Bon, le Creuve Crom, de Montjoie, ça demeure la pièce de résistance du concert Racine symphonique. Qu'est-ce qu'on a au programme en première partie? Mais vous parliez de soliste, justement. On est choyé. On a deux concertos qui seront présentés en première partie. Donc, on a un très jeune clarinettiste extrêmement talentueux, Jacob Thibault, qui vient faire le concerto de Weber, troisième mouvement pour clarinette. C'est enlevant, c'est très, très survoltant, très excitant. C'est un concerto qui est drôle. Weber, c'en est un qui est très, très comique, un peu opératique dans son écriture. On a aussi Joël Couture,
un saxophoniste d'expérience qu'on apprécie beaucoup à l'orchestre, un excellent soliste, extrêmement rigoureux, très, très professionnel dans sa présentation. On va présenter un concerto pour hautbois qu'il a lui-même arrangé pour orchestre symphonique. Ah oui. Pour saxophone soprano. Ben voyons. Saxophone soprano courbé, si vous voulez. Fait que c'est le très, très petit saxophone qui va venir jouer avec nous ce concerto. Donc là, on est dans la musique baroque pour ce qui est de Marcello, dans la musique romantique pour ce qui est de M. Weber. Un concert de concerto, tiens. Oui, allons-y. Oui. En terminant, je rappelle que tout ça sera présenté les 29-30 mai à la salle Pierre-Legault de Rosemère. Rendez-vous sur le site web, là, je parle aux gens, sur le site web de l'orchestre pour les informations d'usage, les billets, etc. Pierre-Luc Gauthier, c'était un plaisir de vous recevoir. Monsieur Desjardins, au plaisir. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. En fin de semaine, c'est la 9e édition du festival Santa Teresa. À quoi on peut s'attendre? À une programmation musicale de 3 jours, les 8, 9 et 10 mai prochains. Alors, on le sait, la marque de commerce de Santa Teresa, c'est d'offrir une sélection musicale variée, émergente, alternative, dans le but de célébrer la banlieue. Alors, cette année, le vendredi soir est réservé au spectacle gratuit avec une ambiance plus rap et hip-hop avec la DJ Killa K, l'artiste Nasty et ça finit en force avec le rappeur Kinji. C'est aussi cette journée-là que le ou la gagnante du concours Open Mic se produira sur scène après avoir été choisie par le public par le biais des médias sociaux du festival. Le samedi, c'est le rock indépendant qui est à l'honneur avec le duo canadien Death from Above 1979, le groupe californien Waves et le trio montréalais We Are Wolves. Le dimanche, c'est l'autrice, compositrice, interprète Ellie Sapi qui clôt la fin de semaine sur la grande scène de l'Automax. Mike Clay, Bonenfant et le groupe US Girls se produiront également cette journée-là. Donc voici pour les têtes d'affiche, mais la programmation complète du festival est disponible sur leur site Internet et sur les réseaux sociaux. Il reste présentement des billets pour le samedi et le dimanche. Donc, programmation gratuite le vendredi, mais durant la fin de semaine, il y aura moyen aussi de voir des événements sans débourser. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs commerces et salles participants dans la région, dans Sainte-Thérèse, en fait, soit l'Hôtel Bonanza, l'Hurlu, le Saint-Graal, le Monte Cristo et le Cha-Cha qui offrent des prestations gratuites durant la fin de semaine. Ça fait partie aussi du charme de Santa Teresa, d'investir vraiment le cœur du village et les espaces connus du public, mais même sur la scène des jardins devant l'Hôtel de Ville, des spectacles gratuits sont prévus. Le festival est reconnu aussi pour son volet éco-responsable. On maintient ça? Oui, effectivement, depuis 2019, Santa Teresa a pris un virage vert avec plusieurs initiatives chaque année déployées durant le festival, notamment des stations de tri de déchets et des fontaines d'eau pour éviter la vente de bouteilles de plastique et encourager les festivaliers à apporter leurs gourdes. Merci Clara, on se revoit demain. Oui, à demain Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Nos artisans suit à l'instant. Je vous rappelle que vous pouvez consulter l'ensemble de la programmation de TVBL sur notre site web et regarder nos émissions sur notre chaîne YouTube. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne.